C'est très chouette de pouvoir être ici avec tout ce beau monde. Alors, avant de commencer proprement parler, je me demandais, est-ce que tout le monde connaît la montagne qui est dessinée là-bas à gauche, en fait? Enfin, à ma gauche, à votre droite. Je pense la plupart, mais on n'en a pas parlé depuis qu'on est là. Ce sommet, il s'appelle le Fitzroy. Fitzroy, c'est le nom du capitaine du bateau du Beagles, donc le bateau sur lequel Darwin a navigué. Il s'appelait Robert Fitzroy. Ce nom a été donné à ce sommet en 1877, donc bien après le voyage du Beagles. Et vous voyez, le bateau, il est là-dessous, là. Mais, donc dans le canal du Beagles, mais le canal du Beagles ne donne pas la vue sur le Fitzroy. Donc il donne la vue sur un sommet qui n'est pas représenté. Alors, c'est de la vue artistique, hein, je ne critique pas. Mais la montagne qu'on voit du canal du Beagle, vue du bateau, il s'appelle maintenant le mont Darwin. Et c'est Fitzroy qui a donné... alors c'est un sommet qui ressemble au Mont Blanc, mais plus bas. Donc autant vous dire, c'est pas très spectaculaire. Alors que le Fitzroy, il est nettement plus. Donc c'est Fitzroy qui a donné le nom mont Darwin, en hommage à Darwin, au sommet qui domine le canal du Beagle. Okay, et Fitzroy, c'était un sacré personnage. Je vous invite à vous renseigner. C'est grand capitaine de bateau qui, dépressif, s'est suicidé en s'égorgeant avec son rasoir. Le truc... Je vous raconterai les choses moins trash après, mais je trouvais marrant de rappeler ce qu'était le Fitzroy. Donc Fitzroy, montagne dans les Andes, en Patagonie, forcément, sommet titanesque, gigantesque. En fait, non, c'est du pipi de chat, c'est 3400 mètres d'altitude. Et un vrai sommet comme celui-ci, là, qui s'appelle la Meige, qui est plus bas, plus au sud. Donc moi aussi, je fais le chauvin, puisque c'est vers chez moi. 3983 mètres. Donc effectivement, si on compare à la Concagua, c'est pas grand-chose, mais... c'est un beau sommet alpin. Alors, le titre de ma présentation a un gros mot, c'est l'anthropocène. Et j'ai réalisé seulement récemment que c'est un mot qui est très à la mode dans le milieu scientifique, mais qui n'est pas forcément si à la mode que ça, on va dire, pour un public plus large. Alors, c'est un mot qui est devenu assez à la mode dans le milieu scientifique, qui a été inventé par un chimiste de l'atmosphère, qui s'appelait Paul Crutzen. Je dis qui s'appelait parce qu'il est mort l'année dernière. Et qui a utilisé un mot de manière extrêmement pratique, en fait. Moi, je le reprends parce qu'il est pratique. En gros, il témoigne de toute la période récente, donc ce que Sylvia, ce matin, a appelé du jardinage, en fait. Hein, c'est après les grandes extinctions. La période récente sur laquelle l'homme, en fait, a un impact sur ce qu'on appelle le système Terre. En gros, l'impact principal, on le connaît tous, c'est sur le climat. Mais il y a un impact sur les sols. Enfin, il n'y a plus beaucoup de sols à la surface de la Terre qui n'ont pas été labourés, retournés, pollués, tout ce que vous voulez, sans parler des eaux des rivières, etc. Donc l'Anthropocène, c'est un mot relativement pratique qui parle d'une période, Crutzen disait à peu près 1840-1850, jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce mot est devenu à la mode parce qu'il est pratique, mais aussi parce que Crutzen, il a été prix Nobel de chimie en 1935, et que quand un prix Nobel dit un truc, même si c'est une connerie, en général, on le reprend. Alors il y a des petits malins qui se disent non, mais le 1840, c'est déjà trop tard, on va faire commencer l'Anthropocène en 1769, quand James Watt a inventé, en gros, le premier moteur avec la vapeur d'eau, puisque c'est à partir de là qu'effectivement la révolution industrielle est arrivée et comment dire, tout le phénomène, tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle est un peu issu de cette période-là en termes d'industrialisation. Et puis, il y en a d'autres qui, non sans intérêt, disent non, mais finalement, l'Anthropocène, ça commence il y a 10 000 ans. En gros, il y a 10 000 ans, c'est... j'ai mis un petit environ, mon petit sigle un peu bizarre, c'est environ. C'est en gros le néolithique, c'est le début de l'agriculture, pour faire simple. Donc c'est vrai que pour les créationnistes, ça fait loin Abel et Caïn, ça fait un peu loin 10 000 ans, mais bon, je ne suis pas créationniste. Et c'est aussi la conquête de l'Amérique, la vraie conquête de l'Amérique, la vraie découverte de l'Amérique, c'est il y a moins de 10 000 ans. 1492, Christophe Colomb, c'est les Européens, découvrant l'Amérique, ont l'impression que l'humanité découvre l'Amérique. Mais bon, ils ont trouvé plein de gens exterminés, donc preuve qu'ils n'étaient pas les premiers. Alors c'est intéressant comme date, mais c'est aussi l'extinction de la mégafaune. Tout à l'heure, je ne sais plus si ça revient à plusieurs reprises, mais ce matin, en tout cas, Sylvie en a parlé, l'essor des mammifères, c'était des rhinocéros colossaux, les éléphants étaient encore plus grands, les vaches, n'en parlons pas, c'était pas des vaches, c'était des aurochs, etc. Toute cette mégafaune a été littéralement exterminée par l'essor de notre espèce, en fait. Donc une grande extinction de la mégafaune, c'est aussi à peu près il y a 10 000 ans. Bon, moi, pour des questions pratiques, je reprends ce que Crutzen a dit, parce qu'il est prix Nobel. Donc voilà, et que ça m'arrange en fait pour tout vous dire. Donc je reprends 1840.
avec un intérêt supplémentaire, c'est que c'est le début de l'ère industrielle, et c'est ce que certains philosophes considèrent comme étant non pas un impact de l'humanité sur l'ensemble de la planète, mais un impact de la civilisation occidentale, européenne occidentale, sur la planète. Et dans cette civilisation occidentale, pas tout le monde, mais les grands capitalistes. Donc en fait, il y a un sociologue comme James Moore qui, en 2015, a proposé d'appeler ça non pas l'anthropocène, mais le capitalocène. Donc en gros, il politise le terme, sachant que c'est un terme anthropocène que j'utilise, mais qui n'a aucune validité scientifique au sens où les géologues considèrent que c'est une aberration, puisqu'il n'y a pas d'empreinte géologique à l'échelle de la planète de notre présence, même si on aime le croire. En gros, à part quelques pollutions, ça n'a pas transformé les roches, transformé les sédimentations, etc. Bon, je pars là-dessus parce que cette période, c'est la période qui nous intéresse, nous, en tant qu'humains, humano-centrés, sur on ravage tout et on commence à en payer les conséquences. Mais il reste des endroits assez magnifiques, heureusement, et c'est la haute montagne. Alors ça, je ne vais pas vous faire voyager forcément super loin. Ça s'appelle le bassin du glacier de Talefre, donc c'est dans le massif du Mont Blanc. Donc à vol d'oiseau, c'est pas loin. Vous pouvez presque y aller à pied. Et donc on passe des fumées noires pourries des banlieues de Londres à nos jolis nuages, même s'ils sont gris, ils ne sont pas trop pourris. Et donc, pourquoi m'intéresser à ces hauts sommets qui, comme vous le voyez, évidemment, sont des déserts, puisqu'il n'y a que de la glace et du caillou, et que d'excellentes publications relativement récentes sur l'habitabilité de notre planète montrent. En fait, j'avais pris ce truc-là pour les mauvaises questions, pour taper après, mais c'est pas mal. Alors vous voyez, ça c'est la biomasse. Sylvie en parlait ce matin. La biomasse, donc, c'est en gros la quantité de viande ou de végétal qui occupe la planète. Et comme vous le voyez dans cette publication magnifique, évidemment, en gros, la grosse biomasse, c'est au bord de l'eau. C'est là où vous pouvez manger des moules frites. Mais vous en avez beaucoup sous l'eau. Donc ça, Sylvie en a beaucoup parlé ce matin, et c'est historiquement quelque chose d'assez répandu. Bon, prokaryotes, en gros, c'est les bactéries. Eukaryotes, c'est ce qui n'est pas des bactéries. Et vous voyez, les montagnes, il n'y a rien. Voilà, c'est bien connu, les montagnes sont donc des déserts, sauf de temps en temps, pendant les vacances d'hiver, quand il y a des touristes qui viennent. Donc ça, c'était assez intriguant de se dire ça, parce que ça fait une dizaine d'années que je vais en montagne, et j'ai vraiment pas cette impression-là. Mais c'est assez intéressant de voir ça. Donc on est sur des marges terrestres, dépeuplées, mais ça, c'est pas historique. Il y a des époques où on a peuplé ces montagnes. Alors c'est vrai qu'on est peuplé de bestioles qui ne rentrent plus dans les classifications modernes, mais un gars comme ça, Johann Jakob Scheuchzer, qui était médecin, attention, qui est un médecin extrêmement réputé, parce qu'à l'époque, être botaniste et médecin, c'était la même chose, donc médecin et botaniste, il a fait un inventaire extrêmement précis de tous les dragons qu'on pouvait rencontrer dans les Alpes. Et il a publié... alors il était créationniste, hein, à l'époque en même temps... Tout le monde était créationniste pour le coup. Dieu était à l'origine de toute chose, point final. Ce qu'il fallait, Galilée inclus, hein, alors là, on pourrait faire une liste de savants créationnistes. Effectivement, c'était une autre époque. Il a publié son compte-rendu sur les dragons sous l'égide de la Royal Society de Londres, dont le président de l'époque n'était ni plus ni moins que M. Isaac Newton. Newton, le père de la gravitation universelle, scientifique par excellence, qui était 200% créationniste, et qui a donc trouvé absolument fantastique l'inventaire de Scheuchzer. Donc ça veut dire que la haute montagne n'a pas été un désert de tout temps. Ça a été même plutôt bien peuplé, même si on n'y mettait pas trop les pieds. Alors ça, c'est la même illustration que Luc ce matin. Je vous demande juste de regarder, de vous mémoriser la queue qui bifurque, parce qu'on va y retourner tout à l'heure. Vous allez voir que c'est un endroit fascinant, indépendamment de toute considération scatologique. Quand on a dépeuplé les Alpes, on a fini par on est allé peupler l'Himalaya, puisque bon, il fallait bien s'occuper. Donc l'Everest a été vaincu, puisqu'on vainc les montagnes, on conquiert les montagnes. Voilà des propos tout à fait masculinistes très répandus. On lutte contre la nature, tout le tralala. L'Everest, c'est quelle année la première ascension par un Homo sapiens ? 1952. Ouais, c'est mieux, ouais. 53. Couronnement de reine Elisabeth II, ça paraît un autre monde. En 51, les Britanniques font la première expédition menée par Eric Shipton côté Népal. Jusqu'à présent, c'était uniquement côté Tibet. Et il fait cette photographie donc avec le même alpenstock, d'ailleurs, qui est tombé. C'est peut-être un signe de Shipton. Ouais, ça ressemble. Hein. Et donc voilà, cette photo-là, elle a fait le tour du monde. Elle a été reprise dans énormément de journaux. Donc un grand singe, ça c'est Bernard Heuvelmans qui l'a
dessiné en 52, on n'a toujours pas conquis l'Everest. Par contre, on le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que Bernard Heuvelmans, c'est aussi l'inventaire d'une discipline qui a encore quelques adeptes, mais j'en connais pas personnellement, qui s'appelle la cryptozoologie. Cryptozoologie, c'est la zoologie qui ne se voit pas. En gros, il s'est intéressé aux licornes, il s'est intéressé aux yétis, à tout plein de bestioles qu'on ne voit pas. Et c'est pas inintéressant, j'ai récupéré tous ces articles. C'est pas inintéressant. Ils sont tous publiés dans Science et Avenir. Donc Science et Avenir, journal sérieux quand même. Et donc, pour les amateurs de bande dessinée, vous reconnaissez peut-être cette silhouette, parce que c'est celle dont s'est inspiré Hergé pour dessiner Tintin au Tibet, publié en 1960. Donc la cryptozoologie a eu son heure de gloire quand même. Et la vie en haute montagne aussi. J'aime bien ces deux photos. Alors ça, c'est la barre des écrins. Je suis un peu chauvin, mais comme je vous dis, on ira dans le Mont Blanc après. Barre des écrins, donc 4102 mètres au sud, un peu au sud. Bref, une belle montagne. Donc là, comme le dit cet excellent papier, et c'est pas le seul, y a rien, il n'y a pas de vie, tout va bien. Et ça, on est au bord de l'eau. Alors c'est vrai que ça fait une eau un peu triste, hein, mais on est au bord de l'eau, donc c'est forcément foisonnant de vie. Et mentalement, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que cette photo-là, elle a été prise à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre. Elle a été prise sur Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne, qui est un peu plus grosse que notre lune, mais qui est le deuxième satellite le plus gros du système solaire, le plus gros étant Ganymède. Bref, et donc c'est un océan, hein, c'est un océan d'hydrocarbures. Et les blocs rocheux, là, c'est des blocs de glace. Alors, on ne sait pas trop si c'est des blocs de glace d'eau ou d'autres choses, ou de gaz carbonique notamment, comme on trouve sur Mars. Mais vous avez un bel océan d'hydrocarbures. Donc, l'humanité a quand même envoyé une sonde là-bas, avec un moteur atomique, pour faire donc 1,3 milliard de kilomètres. Ça a mis 7 ans, hein, ça n'a pas été du jour au lendemain. Et elle a atterri, la batterie a duré 2 heures, il y a eu 2 photos, et poum, fini. Donc l'Anthropocène, c'est ça aussi. On arrive à envoyer nos déchets radioactifs à quasiment 1,5 milliard de kilomètres de chez nous. Donc on est quand même une drôle de civilisation. Mais j'aime bien cette photo. On envoie des trucs là-bas parce qu'on se dit que la vie est là-bas. Mais elle n'est pas dans les montagnes qui sont à vol d'oiseau à 200 km. Donc moi... disons ça, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Moi, j'avais eu quelques centaines d'euros, donc je suis plutôt allé là pour chercher du vivant, quoi. Et surtout que, alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Hein. Je vous mets juste son article que j'ai retrouvé sous des tonnes de poussière. Ce gars-là s'appelait Venance Payot. Il était guide, il était cristallier. Enfin, les guides étaient tous cristalliers. Il était chamoniard. Donc, en gros, les chamoniards étaient tous guides et cristalliers et muletiers et tout ce que vous voulez. Lui, il a été aussi maire de Chamonix et il était botaniste. Et il a eu l'excellente idée, à partir de 1854, donc début de l'Anthropocène, d'aller dans la mer de glace et pas seulement trimballer des pimpins pour faire un peu d'argent, mais également herboriser sur des endroits complètement, ce qu'il appelle ici des îlots, les îlots de végétation, que j'appelle depuis les îlots Payot, qui ne sont pas dans un océan d'eau, mais un océan à l'état de glace et de neige. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette même publication, il dit, en gros, je me doute bien que ça n'intéresse pas grand monde, mais peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait intéresser quelqu'un. J'ai levé la main et je me dis, ok, mon Payot, on va y retourner. Sachant qu'il a intéressé quand même d'autres gens, je suis un petit peu dur à son époque, mais c'est vrai, pas grand monde. Alors, contrairement à ce qu'a dit Luc ce matin, Luc, je t'apporte une info, je suis content que tu sois resté. Le premier relevé du front de la mer de glace, c'est Venance, 1852. Et il a eu l'idée aussi de faire, sachant qu'à partir de 52, alors ce soit Mont Blanc ou ailleurs, tout se casse la gueule, en gros tout recule. Il a fait le premier relevé du front, si vous voulez, les premières mesures. Alors effectivement, c'était pas aussi bien fait que Valo, mais quand même, il a initié la démarche, et c'est preuve que le coco avait quand même l'esprit ouvert. Alors ces îlots, voilà une jolie carte faite par mon collègue Brad Carlson. Donc vous voyez, le Mont Blanc, je ne vous fais pas un dessin, vous voyez où c'est. Hein. Luc l'a montré ce matin, là vous avez la fameuse queue bifurquée du dragon, hein, qui est là, donc le bassin de la mer de glace. Et donc vous avez les petits îlots, les petits îlots Payot. Alors il y en a 2 qui sont excentrés, qui s'appellent les Grands Mulets. Et tout à l'heure, il y a le premier time-lapse, pour ceux qui étaient là ce matin, qui a montré Luc, où il parlait de la glace qui s'écoulait dans la Combe maudite. C'est pris à un de ces îlots qui s'appelle les Grands Mulets, qui est là.
Il y a le rocher de retour, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis là, il y en a 4 autres. Donc Talefre, dans le bassin de Talefre, la photo précédente. Le couvercle, alors c'est pas parce que ça ressemble à un couvercle, hein, c'est qu'il y a un caillou, enfin, vous connaissez peut-être, mais il y a un caillou sous lequel a été bâti le premier refuge, qui ressemble effectivement à un caillou qui fait couvercle. L'Échaud qui est là, qui est en face, en gros, c'est l'endroit qui mène au Grand Joras. Et puis Taku qui est ici. Et le Taku, c'est un endroit extraordinaire. Pourquoi ? Parce que, alors voilà, je ne vais pas m'approprier la mer de glace. Le dragon de tout à l'heure, sa queue bifurque ici, à un endroit qui s'appelait le lac du Taku, un lac glaciaire. Et vous voyez, on a beaucoup parlé avec l'incendie de la cathédrale de Paris d'Eugène Viollet-le-Duc, le grand architecte qui a fait la pointe au-dessus, là. Mais c'était aussi un excellent cartographe, en fait. Et donc, il a fait une cartographie de la mer de glace. Bah, vous voyez l'année. Donc, il a cartographié le lac du Taku, qui, dès 1950, s'appelait l'ancien lac du Taku. Et maintenant, l'ancien lac du Taku, c'est la pelouse du Taku, c'est ça. Donc, vous avez à peu près 150 mètres de moraine absolument infâme pour accéder à cette petite pelouse qui était, donc, vous voyez, en 1820, un lac. Et un lac sur lequel on descendait en plus. On marchait sur le glacier et on descendait. Et dans les récits, notamment de Payot, on parle d'un endroit qui est très agréable pour bivouaquer, etc. Alors ça peut être agréable pour bivouaquer. Là maintenant, c'est juste un peu plus compliqué d'y aller, puisque voilà à quoi. Alors ça, c'est les 10 derniers mètres. Vous avez à peu près l'équivalent 100 mètres de plus. C'est pas la meilleure expérience d'alpinisme de ma vie, faut tout vous dire, parce que vous avez des machins comme ça. En fait, alors ça tient, mais vous savez pas jusque quand ça tient. En gros, tant que vous êtes passé, vous dites ça tient. Puis un jour, ça s'effondre, comme ça, par exemple. Et là, vous êtes comme des nouilles. Ça, c'est une triangulation, ça s'appelle. Hein. En gros, cette croix, vous la retrouvez ici. Et vous voyez qu'entre ces deux segments, tac, tac, ça, c'est une photo que j'ai prise moi en 2020. On dirait qu'un géant a donné 2 coups de dent. Et là, c'est la photo prise qu'on m'a fait suivre de 2008. En fait, on ne pourrait même pas prendre la photo du même endroit. En gros, toute cette partie-là s'est effondrée entre ces 2 dates. Je n'ai pas d'autres photos, mais voilà. Donc, c'est des endroits qui changent extrêmement vite. Et c'est aussi ça l'Anthropocène, en fait. On a quelque part accéléré des processus biologiques. Enfin, on a contribué à ce que des processus biologiques s'accélèrent. Alors, c'est vrai que je vais vous parler assez peu d'évolution, un petit peu quand même, mais assez peu. Mais le titre qu'a choisi Agnès pour ces conférences, c'est si le vivant s'emballait. Bah là, on est un peu dedans. Là. Il y a une sorte d'emballement qui n'est pas que propre au glacier, mais qui a des conséquences assez directes aussi sur le vivant. Alors pour y aller au Grand Mulets, alors cette photo, c'est vrai que j'ai presque regretté de l'avoir mise parce qu'elle est très esthétique. Alors ça, c'est les Grands Mulets. Ça, c'est la pointe Pitchener. Ça, c'est le Mont Maudit. Parce qu'elle est très jolie, en fait. Mais ce que je voulais vous montrer et qu'on ne voit pas très bien, c'est que pour aller au Grand Mulets l'été, ça ne se fait plus qu'en ski l'hiver, les Grands Mulets. Pourquoi ? Parce que vous avez des crevasses énormes qui changent d'heure en heure quasiment. Et puis vous passez... Alors là, on va là, mais on va repartir par là-bas. Et on va traverser cet endroit absolument ignoble et sous des séracs. En gros, si vous survivez aux séracs, vous pouvez tomber dans la crevasse. Et si vous passez la crevasse, bon ben, vous n'avez plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas d'avalanche derrière. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas très dur techniquement, mais par contre, s'il n'y a plus personne, il n'y avait même plus de gardien l'été au refuge des Grands Mulets, ça a tellement changé en très peu de temps que c'est un endroit qui est plus parcouru. Sachant que les premières ascensions du Mont Blanc, historiquement parlant, se faisaient par là. Mais c'est devenu un endroit assez ignoble. Donc là-haut, là, vous avez ce que vous a montré justement qui s'écoulait ce matin, Luc, dans son timelapse. Donc le glacier des Bossons. À côté, vous avez le glacier de Tacona. Et là, vous avez une branche des Bossons et le principal glacier qui se compresse ici. Et ça, comme il vous a montré sur le timelapse, c'est sur un an, mais sur une journée, voire 2 jours, je peux vous dire que vous avez des ponts qui s'effondraient, il y a des machins qui apparaissent. Enfin, pour le coup, c'est vrai que les représenter en dragon au 19e siècle, c'était pas absurde, parce que ça bouge vraiment, et on le voit, et de plus en plus. Donc, pour mener à bien ces expéditions, pour retourner sur tous ces îlots Payot, on s'est fait une petite équipe. Alors, Brad Carlson, qui est chercheur, comme son nom l'indique, ou pas d'ailleurs, il est américain, enfin, il vit en France depuis pas mal d'années, il travaille à Chamonix. C'est un excellent scientifique qui est spécialisé sur tout ce qui est analyse à partir d'images satellites. C'est un bon botaniste que j'ai aussi comme étudiant, donc ça fait plaisir de continuer à travailler ensemble. Il a eu la bonne idée de s'installer à Cham, donc d'avoir une vue en fait, sur le massif du Mont Blanc par rapport à notre objectif, parce que ça fait 6-7 ans qu'on en parlait ensemble. Et donc, en 2020, alors, c'était l'année où il fallait y aller, manque de peau, confinement. Moi, j'avais pas le droit de faire plus de 130 km. On a demandé des dérogations à la préfecture et tout, c'était du grand n'importe quoi. Résultat, fin du confinement, le 2 juin, on était le 2 à 6h du matin en bas, là, et on est remonté comme des fous pour attaquer.
Alors, c'est aussi Sébastien Lavergne qui est un petit peu le père fondateur de tous ces travaux. En fait, c'est lui qui a semé les premières graines, c'est le cas de le dire, de tous ces travaux en haute montagne sur les plantes. On travaille ensemble depuis 12 ans. On a fait un paquet de sommets ensemble. Donc, là, même si c'était le Mont Blanc, même si la thématique des Iopayotes est un peu différente de ce qu'on avait eu l'habitude de faire jusqu'à présent, eh ben, on est reparti ensemble dans l'aventure. Et puis, même si c'est pas celui qui a le plus de cheveux, c'est le plus jeune, Nicolas Bartalucci, que j'ai eu comme étudiant aussi, qui est un excellent scientifique. Et du coup, on s'est dit, bon, à 4, il y a des chances qu'il y en ait au moins quelques-uns qui survivent et qui puissent ramener des infos. Et puis Nicolas, en plus, lui, pareil, il pratique la haute montagne depuis longtemps, donc on était plutôt aguerris. Il est d'ailleurs guide de haute montagne maintenant, donc tout à fait dispo pour vos courses. Voilà. Bref, donc une petite équipée quand même un peu aguerrie pour essayer d'aller là-haut, sachant, comme je vous l'ai dit, techniquement, c'était pas très dur. C'est juste que c'est des endroits qui ont tellement changé que c'est devenu très dangereux par rapport aux descriptions même qu'en faisait Payot. Donc voilà, pour vous donner un peu une image là, vous reconnaissez le refuge des Grands Mulets, si vous avez peut-être pas vu tout à l'heure sur le timelapse de Luc, mais il y était. La pointe Pitchener ici. Donc on est sur le rocher des Grands Mulets. Là, il y a Brad qui va faire un petit relevé. Donc vous voyez, il y a de la végétation en fait. Hein. On est au milieu de la mer de glace, mais il y a de l'herbe, donc des monocotylédones. Donc l'herbe, passionnant. Hein. Le dernier Garance Voyageuse, je leur fais de la pub, mais c'est tout à fait mérité. Et sur les graminées, allez regarder ça, c'est passionnant. Donc bon, bref, c'est dans le désordre, tout ce que je vous ai montré. Ça, c'est le fameux TACU, l'endroit infâme où il faut